et j'ai failli en fait ne pas aller aux oraux d'HEC. Pour moi 686 en fait, j'étais très fatigué, donc après le SCP j'étais exténué. En fait j'avais peur aussi des oraux parce que je les avais pas préparés. J'ai pas forcément pour moi le niveau pour ça. Et donc c'est vraiment le syndrome de l'imposteur démultiplié. Et en fait ma valise tombe du bus et donc j'ai perdu tous mes cours de première année. Je suis allé à la police après pour signaler etc. Et je n'ai jamais retrouvé ma valise. Oh c'est fou, et on sait à quel point c'est sacré. Moi je les ai encore pour te dire, j'ai fait ma prépa il y a 7 ans, j'ai encore mes affaires quoi. J'avais quitté quelque chose qui potentiellement m'aurait permis d'avoir quand même une carrière. En fait j'avais pas le choix de réussir. C'était à 8h du matin et donc j'arrive à 7h55 et j'arrive en jean et en basket à l'oral d'économie. Ok, ouais, je capté. Et en gros pourquoi? Parce que pour moi les oraux d'HEC c'était comme des cols. Pendant 2 ans, je pensais vraiment ça, c'est que du coup t'avais pas besoin de mettre de costume en fait. Wow. Donc j'arrive, 55, et je vois tout le monde là en tailleur costume. Je me dis mais mec, et j'arrive en basket jean, et le jury me regarde de haut en bas, et je pense qu'il a dû halluciner quoi. Il a dû se dire mais lui il s'en fiche quoi. Enfin, et donc ça m'a. Ouais, ça c'est fou ça. Tu viens aux oraux d'HEC en jean. Ouais, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le magnifique campus d'HEC Paris. Et avec qui? Avec Louis Vialat. Tu es le premier de l'histoire de ta prépa à intégrer HEC Paris. Quelle fierté. Louis, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc moi je m'appelle Louis Vialat. Je suis né dans la Nièvre du coup. Et j'ai eu un parcours scolaire un peu différent des autres, puisque donc j'ai fait mon collège et mon lycée toujours donc dans la Nièvre, et j'ai effectué une filière STMG, donc pendant donc en terminale notamment. Donc j'ai eu mon bac STMG. Et après mon baccalauréat STMG, je suis parti en bachelor à l'EM Lyon, faire 1 an de BBA. Cependant, en fait, après 1 an de BBA, j'ai décidé de quitter cette école pour me retrouver en classe préparatoire et effectuer 2 ans au lycée Le Castel de Dijon. Et à quel moment tu t'es dit justement que tu avais envie de vouloir intégrer des programmes grande école et ne pas te cantonner au bachelor des écoles? Je pense que ça, cette idée-là, je l'ai eue pendant mon année de BBA. C'est-à-dire que je voyais moi des amis à moi qui avaient fait une prépa et qui avaient réussi en fait à intégrer les meilleures écoles et des programmes grande école. Et alors à ce moment-là, je me suis dit finalement pourquoi pas. Et d'autant plus que le bachelor, finalement la formation du bachelor, je voyais qu'elle me correspondait pas vraiment puisqu'elle était déjà très professionnalisante. Et on ne voyait pas forcément des matières fondamentales comme les mathématiques, la philosophie, les lettres, etc. Et je pense que j'avais besoin, ce besoin de connaissances-là qu'on ne peut qu'avoir qu'en prépa. Donc tu as découvert la classe prépa par le biais justement d'amis qui t'avaient recommandé la filière, c'est ça? Alors du coup pour être plus précis, moi j'avais quand même un petit peu une connaissance de la prépa en terminale, puisque moi mes professeurs m'avaient conseillé d'y aller, mais je ne me voyais pas forcément en fait aller directement vers cette filière puisqu'elle me semblait difficile et bien trop difficile pour moi qui était jusque-là pas forcément un élève très studieux. Donc j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur déjà à l'époque et donc ce qui m'a poussé à me tourner plutôt vers un bachelor et pas vers une prépa. Et à quel moment tu t'es dit ok là je pars dans cette prépa et pourquoi Le Castel spécifiquement, pourquoi le choix de cet établissement? Je m'ennuyais un petit peu à l'EM Lyon et je m'ennuyais tellement d'ailleurs que j'avais demandé en fait de faire, il y a un parcours distanciel à l'EM Lyon. Et donc en fait qui permet d'étudier à distance et ce parcours-là en fait je l'ai effectué à l'étranger, donc notamment j'étais parti en Asie, en Thaïlande, en Malaisie, etc. Et en fait pendant cette période-là, je commençais beaucoup à m'intéresser notamment aux mathématiques, ce que j'avais jamais fait. J'étais vraiment curieux des mathématiques et j'avais un peu un attrait. Et en plus, du coup, donc mes amis qui avaient intégré des super écoles, donc HEC Paris et ESCP, en venant de prépa, pas de province, mais de petites prépas parisiennes. Et donc, à ce moment, je me suis dit, en fait, c'est ce que je veux faire et c'est ce qui m'ouvrira le plus de portes. Donc, j'ai fait ce choix-là. Pourquoi Le Castel maintenant? Parce que Le Castel, donc c'est une prépa qui n'est pas forcément très très loin de chez moi, c'est-à-dire je suis à 2h30 de route. Et pourquoi? Parce que j'avais aussi, je connaissais déjà quelques étudiants qui étaient passés par là. Et parce que je savais très bien qu'en fait, intégrer une prépa de province ne signifiait pas pour autant avoir des résultats mauvais au concours. En fait, je savais que finalement la prépa était moins important que le travail fourni par l'élève et que finalement j'allais retrouver les mêmes professeurs, l'excellence académique qu'on retrouve ailleurs. Et c'est à quel moment tu t'es fixé l'objectif de dire que tu voulais intégrer une parisienne et spécifiquement HEC Paris? Donc moi, en sortant de l'EM Lyon, mon objectif, il était clair, c'était d'avoir au moins au-dessus de l'EM Lyon.
Déjà parce que je pense que le M Lyon, je ne sais pas s'il m'aurait repris, et surtout parce que voilà, mon objectif c'était dès le début en fait, c'était déjà d'intégrer une bonne école. Et évidemment au début, comme beaucoup de préparationnaires, on vise le meilleur, donc on vise HEC en tout cas les premières semaines, puis petit à petit on commence peut-être à rabaisser ses attentes, mais voilà, c'était dès le début, moi je voulais une parisienne. Donc là, après ton bachelor, tu repars en première année de prépa, donc tu pars pour un parcours qui est encore plus long, tu prends un an de retard. Quel a été le moment le plus difficile pendant ta prépa selon toi? Moi j'en ai eu beaucoup, des moments difficiles. Donc déjà, pour la question du retard, moi ça ne me posait pas de problème parce que j'ai eu la chance d'avoir une ouverture un peu, d'être assez ouvert et d'avoir connu des gens qui venaient des pays scandinaves, notamment ma copine. Et en fait, eux là-bas, après le baccalauréat, ils prennent 2 années, voire 3 années de pause après le baccalauréat. Donc en fait, ils commencent les études beaucoup plus tard que nous, donc j'avais pas du tout ce problème-là de retard ou quoi. Maintenant, moi, j'ai eu donc beaucoup de moments difficiles. J'en ai eu, je pense, 3 en fait. J'en ai eu à la fin de la première année, lorsque en fait, j'avais énormément travaillé pendant cette première année. Donc je faisais 8 heures, minuit, tous les jours, quasiment aussi le week-end. Et donc, en fait, cet excès presque de travail en fait, m'a mené en fin de première année à être, entre guillemets, on disait cramé, c'est-à-dire qu'on est fatigué avec une impossibilité d'apprendre ses cours, de faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'en ai eu après l'été. Alors donc ça c'est une anecdote assez, maintenant je rigole mais c'était pas drôle du tout. C'était flippant à l'époque. Et en gros l'été, donc moi je décide, j'avais fait un truc donc avec ma copine, c'était que j'étais parti en Espagne. En fait la dernière semaine de cours, donc en juin en fait, fin juin j'étais parti en Espagne parce que je me disais que si je partais la dernière semaine de cours, vu qu'il se passe pas grand chose la dernière semaine, je vais pouvoir en fait maximiser après mon temps de révision pendant l'été. Donc on s'est pris une semaine en Espagne, tout se passe très bien, super semaine. Et puis là, on rentre, donc le week-end, on rentre en France. Et en fait, j'avais pris un bus, donc c'était à Palma de Majorque. J'ai pris un bus pour aller à l'aéroport. Et alors, ma valise, il faut savoir qu'en fait, je partais très longtemps. Et donc, j'avais pris tous mes cours avec moi. Waouh! Et j'avais pris tous mes vêtements. Et j'avais pris toutes mes affaires, en fait. Enfin, j'étais parti pour très longtemps, normalement. Et en fait, ma valise tombe du bus pendant le trajet. Et donc on sort du bus, on voit que la soute est ouverte et avec que ma valise. Et c'est moi qui avais fermé la soute et en fait j'avais mal fermé. Purée. Et en fait donc du coup on sort, on va chercher la valise au bord de la route. En plus c'était une route de montagne, c'était vraiment chaud. On est resté 1h30, on n'a pas trouvé la valise. Je suis allé à la police après pour signaler etc. Et je n'ai jamais retrouvé ma valise. Et donc j'ai perdu tous mes cours de première année. Non, waouh, c'est fou! Ouais. Oh, c'est fou, et on sait à quel point c'est sacré. Moi je les ai encore pour te dire, j'ai fait ma prépa il y a 7 ans, j'ai encore mes affaires quoi. Mais ça c'était ma phobie, en plus c'est en première année, c'était ma phobie de perdre mes cours. Parce que voilà, en plus, moi, le truc c'est que quand tu viens d'une prépa de province, souvent les cours, il y a aussi une grande partie que tu fais toi-même via d'autres sources. Et donc en fait mes cours là que j'avais fait, c'était pas simplement un copier-coller du professeur. Et donc c'était vraiment un travail que j'ai fait tout seul. Et donc voilà, j'ai passé 2 mois après mon été, en fait j'ai passé à essayer de retrouver mes cours. Et c'était pas forcément un travail facile puisque voilà, comme j'ai dit, j'avais pas tout en main en fait. Donc j'ai dû. Donc là tu as dû repartir from scratch pour finalement reconstituer ta base de cours de première année quoi. C'est ça. Et le pire c'est qu'au final, elle était pas. Il manquait aussi beaucoup de choses en fait. Je me suis rendu compte, notamment au concours en fait, ça m'avait manqué. Parfois j'étais tombé sur des choses que finalement que j'avais perdu lors de ce voyage quoi. Donc ça c'était vraiment très très difficile pour moi. Wow. Et après voilà, après il y a plein d'autres moments, de petits moments un peu comme ça, notamment en prépa de province où ouais c'est pas facile forcément. Et qu'est-ce que tu as fait pour justement réussir à remonter la pente un petit peu, je dirais, quand tu es dans des moments un petit peu plus en déclin, des moments un peu plus de down, etc. Comment tu faisais pour justement toujours garder la tête haute et te remettre un petit peu sur les rails? Je pense que lorsqu'on s'investit, donc moi ce qui m'avait vraiment permis de tenir, même dans les moments les plus difficiles, c'était de me dire que, notamment en première année, j'avais déjà fourni énormément d'efforts. En fait, il y avait 2 choses. C'était que d'abord, j'avais quitté le M Lyon. En soi, avec le M Lyon, si j'avais continué, j'aurais pu avoir peut-être un master, un programme grande école aussi en AST, quelque chose comme ça. Donc en fait, j'avais quitté quelque chose qui potentiellement m'aurait permis d'avoir quand même une carrière ou voilà. Et donc j'avais pas le choix de réussir. C'est ça que j'avais pris un risque et donc je devais absolument aller au bout. Et donc pour moi, c'était vraiment j'avais plein de contraintes et donc j'avais pas le choix. La deuxième chose, c'était que je m'étais tellement investi déjà en première année que par exemple dans les moments les plus durs de la deuxième année, en fait il y avait
même pas à se poser la question d'arrêter ou d'arrêter de travailler ou de ralentir son rythme de travail, puisque j'avais déjà tout investi. Après, évidemment, qu'est-ce qui permet de tenir, j'avais plein d'amis dans la classe. J'avais 2 amis dans ma classe, notamment, qui m'ont beaucoup aidé. Ma famille, et voilà. Ok, non, c'est hyper intéressant. Pendant la classe prépa, Louis, c'était quoi la plus grande force selon toi qui a fait que tu as réussi derrière à avoir des belles performances au concours? Est-ce que tu avais une méthode de travail spécifique? Est-ce que tu avais un secret, une chose un petit peu routinière que tu faisais qui t'a permis derrière de bien performer? Écoute, je suis toujours persuadé que dans les prépas de province, le niveau comparé aux prépas parisiennes, il est très hétérogène. Et donc le rythme de la classe ne s'aligne pas sur les meilleurs profils de la classe, mais souvent sur la médiane, voire parfois aussi les étudiants qui sont le plus en difficulté, pour essayer d'amener tout le monde. En fait, l'objectif, c'est pas d'amener les meilleurs vers HEC, c'est vraiment d'amener tout le monde vers une école, ce qui est absolument louable. Dès lors, pour réussir dans des prépas comme ça, il faut absolument savoir être autonome. Je m'explique, en fait, il faut savoir aller chercher, savoir aussi prendre un peu de recul et trouver son rythme, et en fait aller plus vite que la classe aussi. Donc aller chercher des ressources un peu partout sur internet, auprès des autres prépas aussi, c'est-à-dire choper des cours d'autres prépas, et en fait en cumulant toutes ces ressources-là, et en ayant un rythme de travail très important, en fait, on arrive à un bon niveau. Mais pour parler de ma méthode, moi, ce que je faisais, c'est que, vu que j'étais du coup très autonome, en classe par exemple, donc il y avait le prof qui donnait son cours, il donnait par exemple un format PDF, et il l'expliquait en fait pendant le cours. Mais moi, j'avais pas forcément besoin d'entendre les explications du professeur, dans la plupart des matières. C'est ça que j'avais, c'est le PDF, et je fichais en cours directement, et j'apprenais en fait directement en cours aussi. Et en fait, ça me permettait quand je sors du cours, j'ai déjà quasiment appris le cours, et en fait, j'ai déjà fait une fiche en cours et je l'ai déjà apprise quasiment. Et après, j'avais juste à le revoir le soir, puis les jours d'après, etc. Et donc j'étais très efficace. Mais ça, je pense que l'autonomie dans des prépas comme ça, c'est majeur. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut réussir à en fait bien se connaître pour savoir justement que par exemple toi dans ton cas, tu pouvais te permettre de prendre de l'avance pendant cette plage horaire-là, ou de chercher des extensions de cours par-ci par-là sur Mister Prépa notamment, forcément. Et je pense que tu l'as bien utilisé aussi. Mais donc voilà, essayer de se constituer une base de sources et de ressources qui sont hyper utiles pour la prépa. On arrive à la phase des concours écrits. Ça s'est passé comment pour toi, les concours écrits? C'est quoi les banques que tu as passées? Est-ce que tu as passé Écricom et la BCE? Et après, tes concours écrits se sont passés comment? Est-ce que tout s'est bien passé, ou tu as aussi des petites anecdotes à nous raconter? Donc moi, du coup, les concours écrits, faut savoir que j'avais aussi fait j'ai essayé d'être stratège entre guillemets, mais de faire des stratégies un peu bidons. Mais en gros, avant les concours, en gros, moi, je voulais maximiser la période de révision. Donc pareil, j'avais quitté les cours 2 semaines avant en fait de l'arrêt des cours officiels, et j'avais décidé de ne pas passer Écricom. Donc en fait, ça m'avait fait, je crois, une période de révision de 4 semaines, seul chez moi. Et donc ça, c'était très difficile déjà, parce qu'en fait, c'était la pire idée du monde, parce qu'en fait, au bout de 2 semaines, t'es déjà, encore une fois, t'es grillé, t'es tout seul, c'est très difficile de se motiver. Beaucoup de solitude. Ouais. Et de doute aussi, du coup. Donc j'avais fait ça. Et donc en fait, donc je passe pas Écricom, et donc ma première épreuve, c'est finalement là où déjà tout se joue en fait, parce que j'arrive, première épreuve, je crois que c'est philo Audencia. Et donc il y a un stress énorme. Enfin, moi j'ai la boule au ventre, j'ai mes mains qui tremblent, et au moment de poser le stylo donc sur ma copie, donc les autres ont déjà passé Écricom, ils sont déjà bouillants. Moi je pose mon stylo sur la copie, et je vois que déjà le papier il est bizarre, que mon stylo il glisse pas bien, et donc là, et puis que en fait, vu que ta main tremble, ton écriture elle est horrible et tout. Donc ça, c'était un moment de stress. Juste parenthèse, ce que tu dis, c'est un truc de fou. Moi, je me rappelle au moment où j'ai passé mes concours, moi, ce qui m'avait le plus étonné, donc j'avais passé Écricom, mais c'est qu'en fait, la feuille entre Écricom et la BCE, ce n'est pas la même. Du coup, tu es méga déstabilisé. En fait, tu as un temps d'adaptation au début de chacune des banques d'épreuves, vous verrez, et c'est normal. C'est-à-dire que déjà, c'est pas le même papier. Les lignes, elles sont très petites à la BCE. Enfin, c'est hyper complexe, et du coup, il faut réussir à s'acclimater, plus le stress de la première épreuve. Pour ceux qui passent Écricom, c'est les maths Écricom.
com. Et moi, je me rappelle toujours de cette matrice, c'était calculé à carré, donc un truc qui est bidon et facile en prépa. Et en fait, tu mets 3 plombs, tu la calcules 18 fois parce que tu n'es pas sûr et parce qu'il faut te mettre dedans. Donc, encore plus dur, effectivement, si toi, tu n'as pas eu déjà cette première entraînement, je dirais, avec Ecricom, tu t'es pas déjà confronté au concours. Donc, et CG Audencia, effectivement, pour les prépas ECT, c'est en fait ce qui compte pour l'ensemble des écoles du top 10. Et après, la culture G Excelia pour les autres écoles. Donc, c'est l'équivalent CG, EM, HEC ou ESSEC-EDEC pour ceux qui sont ECG. Donc, énormément d'enjeux sur cette épreuve. Et oui, et tout à fait. Et surtout que c'était pour le coup une épreuve que, c'était de base, donc à la base, c'était mon point fort. C'est-à-dire que moi, je visais une excellente note sur cette épreuve-là. Donc voilà, forcément le stress n'est que plus important. Et après, donc ça s'est passé comment une fois que cette épreuve passe? Donc cette épreuve passe. Après, on se met quand même un peu plus en confiance en fait. Il y a le problème, par contre, un problème du concours donc, qui est récurrent, je pense, pour tout le monde, c'est qu'on a beaucoup de mal à dormir. Moi, je sais que justement, la veille en fait, de la philo, j'avais quasiment pas dormi, que j'avais dormi 2 heures. Donc en fait, tes performances, forcément, elles sont un peu plus faibles, mais c'est quand même balancé par d'autres choses. T'as l'adrénaline, t'as plein de choses, mais ouais, c'est vrai que t'as du mal à dormir. Mais du coup, voilà, pour les épreuves, moi, j'ai les maths SCP, c'était assez drôle cette année, quoi. C'était une bonne blague, quoi. Du coup, moi j'étais pour le coup très bien préparé, j'ai eu un excellent professeur, j'ai beaucoup travaillé. Mais quand même le sujet était très très long et en fait j'avais fait, je crois 50%. Ça m'était jamais arrivé sur un sujet de maths, en fait j'avais toujours fait 100%, etc. Donc ça c'était assez perturbant. Et je pense que la pire épreuve, moi, ça a été l'épreuve de synthèse. Puisque donc j'avais toujours très bien réussi mes synthèses et là pour la première fois, à cause du stress, etc., j'avais fait 30 mots de trop. Et en fait, mais il restait 5 minutes. J'avais pas compté les mots, etc. J'avais pas mis les barres qu'on met. Voilà. Et donc en fait, à la fin, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû barrer 20 mots comme ça. Et il me restait 10 mots, mais à l'arrache. Hein, ouais. Et pareil, j'ai pas mis les barres, j'ai pas mis le décompte de mots. Et en fait, je savais pas si ma synthèse était... je savais même pas si Une phase de stress. Après, heureusement, la synthèse arrivait vers la fin du concours, donc ça t'a pas permis de cogiter pendant tout le concours, entre guillemets, quoi. Après, par contre, oui, du coup, les mois qui a suivi, c'était horrible. Mais... Par contre, après, oui, pour la préparation pour les euros, c'était plus complexe. Du coup, ça, c'était terrible. Mais bon, après, voilà, il y a plein d'anecdotes. Par exemple, l'espagnol, c'était... ma période de révision, c'est vraiment la matière que j'ai mis de côté. Donc en fait, il fallait on a une pause entre les deux blocs. Et donc pendant cette période-là, j'ai dû en fait vraiment réapprendre l'espagnol. C'est-à-dire que j'avais pas fait d'espagnol pendant 1 mois. Donc ça, c'était aussi un gros risque. En fait, Palma, ça t'a tellement choqué l'année d'avant que tu t'es dit c'est bon. Non, je fais plus d'efforts là. Mais du coup, si je peux dire quelque chose, c'est que moi, dans mes notes à la fin, en fait, il y a plein d'imprévus. C'est-à-dire que d'une part, j'ai eu plein de matières, moi, où j'étais... Tu les as encore, tes notes? Ouais. Là, on va les afficher en même temps à l'écran, du coup, si tu peux les commenter. Du coup, par exemple, maths, j'ai eu 20, ce qui était en fait normal, parce que le sujet de cette année était tellement dur que forcément, les notes, elles sont augmentées, quoi. Et par exemple, mon point fort, donc, qui était le management, je n'ai eu que 13. L'économie, j'ai eu 15. La philo, j'ai eu 15, alors que, pareil, de base, je visais beaucoup plus. La synthèse, l'épreuve que j'avais ratée, j'ai eu 15 aussi. Donc ça voilà. Donc il y a plein d'imprévus. Les langues, je crois que j'ai eu 10 en anglais et 9 en espagnol. Mais en fait, les matières sur lesquelles j'étais censé avoir des points forts, j'étais plutôt assez faible. Et par contre, il y a aussi des imprévus, c'est-à-dire que c'est balancé par des bonnes surprises comme en note de synthèse. En fait. Voilà. Ouais, et donc, ouais. Tu arrives à combien de barres d'admissibilité à HEC? Donc en barre d'admissibilité, donc moi je suis à HEC en admissibilité, je suis classé 682 et j'arrive juste au-dessus de la barre. Ah ouais, donc là t'es ric-rac quand même. D'un côté t'as la fierté parce que là t'as accompli, ça y est, t'as le rêve qui te tend les mains, mais après derrière tu te dis waouh, quand même 280 places à remonter quasiment. Ouais, c'est ça, c'est 210, ouais, tout comme ça. Donc ouais, 682, t'as la satisfaction de dire ça y est, j'ai HEC, je le tends, ça me tend les bras, mais derrière il y a aussi cet inaccomplissement de se dire en fait il y a encore les euros à convertir, quoi, et les euros à HEC c'est quelque chose. Justement là pour le coup il y a 2 points, c'est que déjà en fait la période post-écrit elle est terrible, et notamment parce que j'avais fait des erreurs énormes, donc pour moi, et c'est véridique, je pensais ne pas avoir l'EDEC. C'est-à-dire que j'étais convaincu. Ok, t'avais pas le top 5. J'étais convaincu que ça allait être très difficile pour avoir ne serait-ce qu'une admissibilité à l'EDEC.
Et donc pendant un mois, je passe mon mois comme ça. Et donc évidemment, quand j'ouvre les résultats, donc du coup c'est ma mère qui les ouvre en fait en direct. Donc je suis avec une amie. En gros, ma mère ouvre les résultats. Voilà. Donc elle me dit que je suis admissible. Donc là, oui, c'est énorme. Enfin, je m'y attendais pas évidemment. Mais par contre, tout de suite après, voilà, donc tu as un peu de l'adrénaline, etc. Mais une heure après, tu te dis en fait 682. Ouais, 2. En fait, c'est terrible parce que c'est pas un positionnement qui est sympa. Et finalement, tu étais juste à côté, enfin, tu étais vraiment très très proche d'être dans les 400 premiers. Et en fait, ça s'est pas joué à grand chose. Et donc, tu te dis. Mais t'étais pas loin de pas être pris non plus parce que 740 admissible. Donc, t'as un peu le cul entre deux chaises. Donc, t'es pas dans une situation favorable. Et tes profs, ils avaient réagi comment quand ils ont appris que t'étais admissible à HEC? Alors, donc, ce qu'ils m'ont dit après, c'était qu'ils s'y attendaient. Ils s'y attendaient, donc c'est les seuls à s'y attendre parce que moi c'était pas le cas du coup. Mais du coup ils étaient très contents. Enfin moi j'ai une prof d'anglais qui était hyper investie et donc elle était fière quoi. C'est quand même quelque chose. Puis pareil, mes potes et tout ils étaient contents. Ah, mais quelle fierté, magnifique. Et donc là après ça se passe comment pour ton Tour de France? C'est quoi les écoles que tu décides de passer pour tes euros? Comment tu t'y prépares? Du coup, alors il y a un truc, pareil, donc ça c'est encore un truc, mais c'est que pendant la période où tu doutes en fait entre les écrits et les oraux, moi c'est une période où j'ai pas ouvert un livre. C'est-à-dire que pour moi, vu que j'allais pas avoir le top 3, voire le top 5, j'étais un peu dépité, donc j'ai pas travaillé. Entre les écrits et les résultats des admissibilités. Et donc voilà, donc un mois sans maths, sans rien. Et donc là, du coup, je suis obligé de réagir, du coup, quand j'arrive. Donc ma stratégie, en fait, elle a été simple. C'est-à-dire que les maths, je m'y étais préparé déjà pendant les 2 ans. C'est-à-dire que dès la première année, j'avais commencé à faire des sujets HEC oraux. Ça m'avait aidé vraiment beaucoup. Pour le reste, c'était simplement revoir mes cours en philosophie. Donc il me restait les cours de première année, il me restait que 3 fiches, du coup, vu que j'avais tout perdu. Donc j'ai juste révisé ces 3 fiches-là, quoi. C'est tout ce que j'avais en CSH. En triptyque, ma prof de lettres, elle m'avait fait faire 2 triptyques, c'était utile et tout pour comprendre les méthodes. Comprendre les méthodes en triptyque, c'est le plus important. Le reste, après, c'est beaucoup de chance. Et après, les langues. Et en fait, donc ma stratégie, moi, c'était de passer. Donc j'ai passé les 4 premières écoles. Et en fait, je commençais donc par les decks. Et en fait, je me préparais sur les decks. Parce qu'en fait, j'avais quasiment pas eu d'entraînement aux euros, voire pas du tout. Donc je me suis préparé sur les écoles en fait. Donc j'arrive à l'EDEC, je découvre finalement ce que c'est vraiment la pression des oraux, etc. Donc je fais EDEC, ESSEC, ESCP, HEC. Et ce qui est marrant, c'est que l'ESSEC, ESCP, HEC, j'ai pas eu de pause entre les oraux. C'est-à-dire que j'ai tout fait d'une seule traite. Wow. Donc ça, c'était dur. C'est très sport. Du coup, donc ça a été très difficile parce qu'il y avait beaucoup d'organisation. Et parce que s'il y avait beaucoup de pression, quand tu as un rang qui n'est pas forcément bon, et moi mon rang à l'ESCP, à l'ESSEC et à HEC, il était vraiment terrible. En fait, tu vois, tu as vraiment une grande pression, surtout quand tu viens d'une prépa de province et que tu as des grandes prépas parisiennes comme Ginette, Henri IV, etc. Là, ça te met la pression. Ça te met la pression, ouais. Okay. Et Louis, c'est quoi les notes que tu as eues aux euros d'HEC? Donc aux euros d'HEC, moi j'ai eu en mathématiques, j'ai eu 14. En anglais, j'ai eu 16. En triptyque, j'ai eu 17. En espagnol, j'ai eu 10. Et puis, je crois qu'en CSH, j'ai eu 10. Et en économie, j'ai eu 9. Voilà. Donc, quand même très convenable pour une moyenne d'admission. Après, pour HEC, ça t'a permis d'avoir quel rang final? Finalement, j'ai eu un rang qui était pareil, assez ric-rac. C'est-à-dire j'étais 392. Donc, je ne suis pas passé loin non plus de ne pas être pris. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que le rang en fait à HEC, et moi je ne savais pas en fait quand j'ai reçu les admissibilités, c'est que ton rang, finalement, même quand tu es très loin, en fait, entre la personne qui est 700e et la personne qui est 400e, la moyenne d'admissibilité, l'écart type est très faible. Et donc en fait, tu peux remonter très rapidement les 400 places, comme tu peux descendre, les 300 places, comme tu peux descendre énormément. Donc ça c'est quelque chose vraiment à savoir que moi j'ignorais en fait. Et pour moi, et d'ailleurs pour l'anecdote, c'est que donc moi je pensais vraiment que j'allais jamais avoir HEC et j'ai failli en fait ne pas aller aux euros d'HEC. Pourquoi? Parce que pour moi 686 en fait j'étais très fatigué, donc après le SCP j'étais exténué déjà et en fait je me disais je sais pas à quoi, en fait j'avais peur aussi des euros parce que je les avais pas préparés. CSH, etc. J'ai pas forcément pour moi le niveau pour ça. Et donc c'est vraiment le syndrome de l'imposteur
démultiplié. Et donc vraiment, je n'avais pas envie d'aller aux euros d'HEC et je disais bah non, je pense que je vais pas y aller. Heureusement, on m'a dit bah non, faut Et c'est que tu y peut-être en ailles. y allant avec cet état d'esprit où tu dis, bah en fait, j'ai rien à perdre. Enfin, Ouais. tu te voyais peut-être ne pas l'avoir. Mais en fait, finalement, tu vois, tu t'es dit, bah tu y allais beaucoup plus chill et avec peut-être moins de pression que Ouais. quelqu'un qui était déjà dans les 400 premiers, avait peut-être plus à prouver peut-être. Bah c'est ça. Et d'ailleurs pour le coup, si j'étais tellement un peu à la cool entre guillemets donc ça aussi j'ai une anecdote, c'est que le premier oral c'était un oral d'économie. Et en fait c'était à 8h du matin et donc j'arrive à 7h55 et j'arrive en jean et en basket à l'oral d'économie. Ok, ouais, Et je viens de pourquoi capter. Et en Ouais. gros pourquoi? Parce que pour moi les oraux d'HEC c'était comme des cols. Pendant 2 ans, je pensais vraiment ça, c'est que du coup t'avais pas besoin de mettre de costume en fait. Waouh. Donc j'arrive, 55, et je vois tout le monde là en tailleur costume. Je me dis, mais mec, du coup, voilà, j'arrive comme ça, et pas le temps de me changer. Du coup, je rentre dans la salle, genre on me pousse limite dans la salle, quoi. Et j'arrive en basket jean, et le jury il me regarde de haut en bas, et je pense qu'il a dû halluciner, quoi. Il a dû se dire, bah lui, il s'en fiche, quoi. Enfin, et donc ça m'a, ouais, ça c'est Ça, une... c'est fou ça. Tu viens aux euros d'HEC en jean. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'es Mais jamais pour le coup, pareil, vraiment, là. j'ignorais, quoi. C'est ça, Waouh. c'est le Mais ça manque. t'a pas porté préjudice sur la note finalement. Tu t'en es sorti correctement. Bah, Peut-être que ça t'a un peu pénalisé, mais pas bah, trop. je pense pas, je pense que oui, il y a d'autres choses qui m'ont pénalisé que la tenue, quoi. Mais Non mais ok, ouais. franchement, belle anecdote en tout cas, c'est Ouais. cool. Après donc là, ça y est, t'arrives à HEC, magnifique campus. Ça se passe comment cette transition entre la classe prépa et HEC, le départ de la Nièvre pour revenir à Ouais. jouer en Josas? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ouais, du coup, les deux, je suis à la campagne en fait, donc ça me change pas trop du coup. Mais je dirais que la transition, elle est naturelle parce que moi, en fin de prépa, bah, en fait, j'étais vraiment prêt limite pour la recherche de stage. En fait, j'attendais vraiment qu'une chose, c'était d'aller en école de co et puis de trouver je sais pas, quelque chose que j'aime bien, un truc plus professionnalisant. Donc ça s'est fait très naturellement. J'ai fait une transition, j'avais fait un stage cet été, donc ça m'a permis déjà d'en mettre dans la mentalité un peu shark networking de l'école, quoi. Magnifique. Et c'est quoi les projets un petit peu là que tu as pour HEC, que ce soit au niveau asso, niveau académique, niveau international, professionnel? Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'à HEC, tu choisis, donc tu as énormément de choses à choisir en août. Donc tu choisis ton expérience à l'international, tu choisis presque tes assos. Donc moi, je pars à Londres du coup en janvier pour ma GEP. Magnifique. Et en fait, après, donc je vais faire certainement un stage, je cherche un stage en finance de marché notamment. Donc un petit stage de 2-3 mois. Et puis après, au niveau des associations, par exemple, il y a une association qui s'appelle HEC Bourse du coup, qui est aussi spécialisée dans la finance de marché. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Ouais. Magnifique. D'ailleurs, pour les étudiants qui sont intéressés par le domaine de la finance, on vous met trainee.co ici. C'est une plateforme développée par Mister Prépa, Planète Grandes Écoles, pour permettre justement aux étudiants de se former au métier ici de la finance d'entreprise, M&A, conseil, comptabilité financière, pour derrière vous permettre de progresser sur ces sujets-là. Donc n'hésite pas aussi, Louis, à te connecter, à te brancher sur Trainee. Magnifique. Et enfin, pour finir, Louis, est-ce que tu as un mot à adresser directement à la caméra juste ici pour des étudiants qui seraient en doute, qui auraient peut-être ce syndrome de l'imposteur, qui n'oseraient pas prétendre à HEC Paris? Moi, je pense que déjà, donc, si vous êtes dans une petite prépa, il y a quelque chose, moi je trouve, j'ai beaucoup vécu, c'était pas vraiment douter de soi, c'était plus de douter de sa prépa. Enfin, d'abord douter de sa prépa. Sachez que dans les prépas de province, vous aurez exactement les mêmes professeurs. Vous aurez la même expertise. Moi, j'ai eu des professeurs exceptionnels de langue. J'ai eu un professeur de philosophie incroyable, un professeur de maths qui avait donné tout ce qu'ils avaient pour nous permettre d'intégrer les meilleures écoles. Donc ne doutez pas vraiment ni de leur manière de noter, ni de leur manière de transmettre. Et puis ne doutez pas de vous parce que vous voyez que même des gens comme moi peuvent être à HEC. Donc il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, quoi. Quel parcours. Merci beaucoup, Louis, pour ton Merci à témoignage toi. très riche. N'hésitez absolument pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, à nous poser des questions directement. Louis pourra y répondre aussi avec grand plaisir. À liker, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite sur Mister Prépa. Merci à tous. Merci, Louis.